Oui, donc nous allons à présent aborder le second axe de cette conférence qui concerne l'outillage et l'accompagnement des professionnels de l'enseignement dans l'éducation. Et à ce propos, du coup, Anne Boyer, qui va intervenir, a eu un empêchement aujourd'hui, et donc elle a eu un changement d'emploi du temps, et ce qui nous a obligés à réaliser son intervention ce matin, donc en amont de la conférence, et donc nous allons vous la diffuser. Rapidement, je vous présente Anne Boyer avant de lancer la vidéo. Anne Boyer est professeure en informatique à l'Université de Lorraine et elle est également chercheuse dans le LAURIA. Le LAURIA, c'est le laboratoire lorrain de recherche en informatique et ses applications. Elle est également en charge de l'axe transverse éducation au numérique dans le LAURIA et elle est porteuse de nombreux projets IFRAN, régionaux, nationaux et européens. Voilà. Il y a donc 5 propositions qui concernent cet axe, outiller et accompagner les professionnels de l'enseignement. La première proposition, c'est permettre à tous les professionnels de l'éducation de comprendre et de partager les enjeux de l'IA. La seconde proposition, promouvoir des plateformes de partage d'outils et d'expériences facilitant pour les enseignants la mobilisation de l'IA dans leur démarche pédagogique. La troisième proposition, développer les incitations à travers, par exemple, des appels à projets, des décharges, des progressions de carrière pour soutenir, vous les voyez, pour soutenir le développement de solutions d'IA pour les enseignants et les collectifs d'enseignants. La quatrième proposition que nous lui avons sur laquelle nous lui avons demandé de réagir, c'est développer des enseignements et des ressources permettant à chaque élève de se former le plus tôt possible aux problématiques de l'IA et à l'usage de dispositifs numériques intégrant l'IA. Et enfin, la cinquième, capitaliser sur les usages quotidiens par les élèves des outils numériques impliquant l'IA afin d'en faciliter la mobilisation à des fins pédagogiques. Bon, et bien voilà, alors je vais lancer la vidéo. Donc, je poursuis. Donc, c'est toi qui récupères la main sur, c'est toi qui partages ton écran désormais, hein? Oui. Et pendant que tu partages ton écran, j'ai bien mis sur le fil le lien vers le livre blanc, où vous pouvez retrouver le détail des 28 propositions, parce que là, on met un peu l'accent sur l'échange avec les experts, mais on a quand même un livre blanc qui fait plus de 60 pages. On a, pour certaines propositions, du moins, vraiment essayer de détailler et d'être le plus concret possible. Et donc, n'hésitez pas à y jeter un œil et à nous faire part de vos remarques pendant le webinaire, hein. Encore une fois, notre objectif, c'est d'être le plus interactif possible et de répondre en direct à vos suggestions, vos remarques, vos questions. Voilà. Alors, est-ce qu'on voit mon écran? On voit très bien ton écran. Ah, formidable. Bon, je m'améliore. Alors, je vais lancer la vidéo. Que nous souhaitons porter. Alors, Anne, qu'en pensez-vous? Alors, je viens d'écouter avec beaucoup d'intérêt les 5 propositions que vous venez d'indiquer et je souhaiterais peut-être commencer par un commentaire ou une expérience personnelle qui me vient à propos notamment de la première proposition, permettre à tous les professionnels de l'éducation de comprendre et partager les enjeux de l'intelligence artificielle au travers d'un projet européen qui est le projet Erasmus AI for T, ce qui signifie l'IA pour tous les enseignants, c'est l'intelligence AI for Teachers. En fait, ça concerne explicitement les enjeux de l'appropriation d'outils d'intelligence artificielle pour l'éducation et ça se situe dans l'action clé 3 de la Commission européenne, soutien à l'élaboration des politiques et à la coopération. Alors dans ce projet, pour information, c'est pas seulement la France ni le lauréat, ce sont 5 pays qui participent, auxquels à la France s'ajoutent l'Irlande, la Slovénie, l'Italie et le Luxembourg, qui pendant 3 ans, avec 17 partenaires issus soit de ministères, soit spécialistes de l'évaluation, soit qui sont des
centres de recherche autour des thématiques concernées qui vont travailler pour développer, mettre en œuvre et évaluer une formation à l'intelligence artificielle, bien sûr d'abord et prioritairement des enseignants, mais aussi des différents cadres éducatifs, des différents acteurs qui participent à la formation des élèves. Alors, l'objectif, c'est d'abord d'offrir une formation à tous les enseignants au travers d'un mode hybride, puisqu'il y a à la fois un MOOC qui est développé, mais également des activités en présentiel qui sont proposées de manière à favoriser à la fois les interactions entre les enseignants, mais aussi la prise en main de l'IA pour que ça ne reste pas un sujet, je vais dire, théorique, mais quelque chose qui soit bien appliqué en éducation. Et la deuxième phase pour les enseignants, c'est de mettre en œuvre c'est ce qu'ils ont vu au travers de l'IA dans la formation par l'utilisation d'outils qui intègrent de l'IA avec leurs élèves. Donc la cible là, c'est plutôt des enseignants autour des maths, des sciences, des langues vivantes, essentiellement de l'anglais, mais ça touche des élèves de 15 à 17 ans, mais ça a ambition après à se généraliser. Donc la formation qui est en phase de test là auprès d'une vingtaine de lycées est organisée autour de 3 grands axes. Le premier, c'est un premier module qui s'intitule « Vous avez dit l'IA ». C'est quoi l'intelligence artificielle qui permet de donner à tous tous les éléments, toutes les clés qui permettent de comprendre ce qu'est l'IA, ce qu'on peut en faire et comment ça fonctionne. Le deuxième module, c'est boosté par l'IA, c'est un focus sur le machine learning, l'apprentissage automatique et la donnée qui est un aspect essentiel en tout cas dans l'IA actuelle. Et puis le troisième module, c'est le point excessivement important, c'est les humains et l'intelligence artificielle et comment mettre l'intelligence artificielle à notre service. Ce projet a vocation, dans une deuxième phase, à être expérimenté auprès de 300 lycées, de manière à mesurer aussi l'impact que ça peut avoir. Donc, c'est un projet ambitieux qui s'intéresse à cet aspect de la formation qui est tout à fait essentiel parce que sans formation, je crois qu'il est très difficile de s'approprier n'importe quelle technologie, n'importe quelle technique, n'importe quelle thématique. Et la formation est un élément de base et un élément support fondamental. Alors, Anne, c'est impressionnant. Vous venez de décrire un projet qui illustre chacune des propositions que nous avons faites, à la fois de permettre aux professionnels de comprendre et de partager les enjeux de l'IA ensemble, hein, c'est ça, entre encadrants et enseignants, à la fois de disposer d'outils facilitant les démarches pédagogiques que peuvent avoir les enseignants dans leurs fonctions. Et puis, on voit bien aussi comment l'administration est importante pour mettre en place ce projet et vous accompagner sur le terrain. Et puis, enfin, les deux points aussi restants qui sont à la fois de permettre aux élèves de capitaliser autour d'outils numériques et puis le développement des enseignements et des ressources permettant à chaque élève de se former, qui est quand même l'objectif principal de votre projet ensuite sur le terrain. Alors, ça me fait penser ça me fait, si vous voulez bien, réagir à cette question. Du coup, la proposition qui concerne le développement des incitations. Alors, je comprends bien que ça n'est pas une proposition sur laquelle vous travaillez directement, mais du coup, qu'est-ce que les administrateurs, comment les administrateurs peuvent vous aider à mettre en place un projet comme celui-ci, surtout qu'il est aussi à l'échelle européenne. Qu'est-ce qui fait que ce projet va pouvoir aboutir? Est-ce que vous auriez une idée à nous suggérer? Alors, je vais m'appuyer sur ce projet-là, mais sur d'autres, comme le projet Ifran Metal ou d'autres projets de ce type-là qu'on a menés, pour indiquer qu'il y a là quelque chose qui est absolument fondamental, c'est
fait de mobiliser tous les acteurs éducatifs, les enseignants, les élèves, mais aussi les chercheurs et les ingénieurs qui vont faire le développement autour d'un projet quand on le lance. Et pour ça, eh bien, il faut l'implication d'enseignants. Et j'ai eu la chance, j'ai l'énorme chance d'ailleurs d'être dans une académie où la DAN joue un rôle très moteur de mise en relation et qui nous permet eh bien, de travailler avec des enseignants, de travailler aussi avec des classes d'élèves. C'est le cas aussi dans le projet AI40 par le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et des sports qui, à l'initiative de ce projet, eh bien, s'occupe de trouver des enseignants, des classes et des territoires qui veulent bien participer à ce projet. C'est quelque chose de fondamental parce que pour moi, des aspects essentiels dans ce type de travaux, c'est d'avoir une recherche qui soit ancrée sur le terrain et non pas des projets qui soient menés en laboratoire, en dehors de tout lien avec ceux qui en seront eh bien, les utilisateurs et ceux à qui ils sont destinés. Donc cette recherche doit également être collaborative, elle doit associer tous les profils qui sont concernés et j'ajouterai aussi aux enseignants, acteurs et autres, les EdTech, mais aussi les familles des enfants, puisqu'on travaille dans l'éducation sur des mineurs, et c'est important d'embarquer aussi les familles pour qu'il y ait aussi un questionnement et de leur fournir des éléments de réponse. Un autre point sur lequel aussi je voudrais inciter, c'est que bien sûr, il faut être multiprofil, mais il faut aussi avoir des points de vue pluridisciplinaires. Et tous les domaines qui concourent au développement de l'IA en éducation doivent être considérés dans un projet. Mais vous parlez dans vos propositions de partage, de mutualisation, de ressources d'outils, et c'est absolument essentiel. Mais j'ajouterai aussi que quand on va construire les outils pour l'IA et l'éducation, quand on va construire la formation et tous ces points-là, il faut partager aussi les objectifs entre tous les acteurs. C'est-à-dire que si on construit un projet d'IA pour développer un nouvel outil ou un nouveau service, eh bien, il faut que l'objectif soit clair, soit partagé pour tous, qu'il réponde à un besoin et qu'il y ait un besoin exprimé soit par les enseignants, soit par les familles, soit par les cadres administratifs, et que c'est sur ce projet et cet objectif commun qu'on va travailler ensemble. Et dans ce cadre-là, eh bien, le lien avec la DAN ou avec la direction du numérique éducatif au ministère, ce sont des points absolument essentiels parce que c'est eux, j'allais dire, le relais, le courrier, la transmission entre le terrain au sens le plus large et la recherche. Et donc, quand vous parlez de capitalisation, de mutualisation, de partage, je pense que le partage des objectifs et la même compréhension des choses est fondamentale. Oui, c'est essentiel. Je vous remercie pour vos propositions. Et du coup, je pense à l'école inclusive. Alors, ce n'est pas explicitement précisé. On voit bien que dans cette réunion de tous les acteurs, on entend bien l'école inclusive derrière ça. Et ça tombe bien parce que hashtag le plus important défend l'idée d'une IA au service de l'école inclusive. En tout cas, pense que l'intelligence artificielle doit être au service de tous et de tous les élèves, mais aussi de l'école inclusive. Et du coup, je me pose la question de comment la recherche doit-elle répondre à cette nécessité. Est-ce que vous prenez en compte ce que c'est que l'école inclusive, ce qu'elle doit être et comment l'IA peut ou doit y répondre? Alors déjà, je voulais dire que pour moi, l'IA inclusive, je la lisais en filigrane de toutes les propositions que vous avez rappelées en introduction, hein, puisqu'il y a tous les acteurs, tous les aspects, et embarquer tout le monde dans sa diversité. Alors, pour moi, l'école inclusive, dans les travaux que je mène, elle se situe au niveau de l'intelligence artificielle, d'abord au niveau de la prise en compte de tous les apprenants dans leur diversité. L'idée, c'est de respecter, de personnaliser, par exemple, l'apprentissage de chacun, mais en respectant eh bien, son style d'apprentissage, son rythme, ses capacités, ses préférences, etc. Donc, c'est prendre en compte la diversité et l'hétérogénéité des apprenants, mais bien entendu, dans également la prise en compte de leur contexte et de leur environnement, parce que nous n'avons pas partout, dans tout endroit, le même accès
à Internet, etc., etc. Donc, concrètement, vous auriez, excusez-moi, je vous coupe, mais concrètement, vous auriez des projets à nous présenter? Je voulais vous donner 2 exemples pour illustrer ça. Le premier, c'est autour d'un travail qu'on a mené avec Céline Trelier l'année dernière dans le master qui travaillait avec moi, sur la notion de personas qui sont en quelque sorte, je vais dire, des profils types de comportement numérique lors de l'apprentissage. Et ça permet d'informer tous les enseignants, mais aussi les chercheurs, sur les profils. C'est une sorte de carte d'identité qu'on va décrire en français, en termes de comportement. C'est quelqu'un qui est régulier, se connecte régulièrement, etc. Ça va donc permettre d'identifier tous les profils, y compris ceux qui ne concernent que quelques rares élèves. Ça permet de les comprendre, de les connaître, de les analyser, et ça permet donc aussi de les inclure dans nos modèles quand on les travaille. La deuxième chose, c'est que ça permet aussi de mener je vais appeler ça une évaluation des outils qui sont proposés en fonction de chacun des profils qui ont pu être identifiés et de voir quel outil fonctionne mieux pour quel type d'apprenant et moins bien pour tel autre, et ainsi peut-être d'offrir aussi une diversité des outils qui peuvent être utilisés. Puis le troisième exemple que je vais donner, c'est dans le cadre d'un autre projet que je mène avec un collègue en Turquie et une postdoctorante sur ce qu'on appelle le Edge Computing in AI, c'est-à-dire l'idée de traiter la donnée au plus près de celui qui l'a produit, c'est-à-dire de l'élève, quand on parle de l'élève ou de l'enseignant, quand il s'agit de l'enseignant. Et ces données sont traitées en local sur son terminal et n'est bien sûr de temps en temps que partagées que ce qu'il veut bien quand il y a un besoin, et de manière totalement anonyme pour perfectionner les modèles. Et ça permet de garantir à chaque élève, par exemple, au plus près, un service de qualité, même quand il ne peut pas avoir une connexion de bonne qualité chez lui ou à l'hôpital ou dans tout autre contexte. Oui, donc là, vous parlez des enfants qui éventuellement auraient des maladies, qui seraient hospitalisés ou… Voilà, ou qui sont à l'étranger pour un temps, ou qui ont d'autres activités. Je pense aussi à des sportifs de haut niveau. Enfin, dans mes étudiants, j'ai ça, donc j'ai ce type de profil. Donc voilà. Oui, et à moments sont pris par autre chose. Au moins. Ça me fait penser aussi à cette fracture qu'il y a avec la ruralité et la ville. Ça peut aussi bénéficier à ces milieux qui aujourd'hui ne bénéficient. En zone blanche, par exemple. En zone blanche, absolument. Très bien. Et ça ajoute un élément, je peux dire, quelque chose qui est aussi fondamental, sur lequel on insiste beaucoup dans la formation, dans l'accompagnement, qui rentre dans vos propositions, notamment 16, mais toutes les autres, c'est le fait que c'est aussi la protection de la vie privée, puisqu'on ne partage que les données nécessaires que si on veut bien. Donc, ça veut dire qu'on a cette protection naturelle, puisque vous restez avec vos données sur votre ordinateur ou votre smartphone ou tout autre terminal, et vous ne les partagez pas. Merci. Ça pose aussi la question des données sensibles. Comment est-ce que vous faites? Est-ce que, du coup, pour ces populations-là, est-ce que c'est nécessaire de disposer de données sensibles, ou est-ce qu'on peut travailler sur les besoins particuliers sans la nécessité d'avoir les données sensibles? Alors, on travaille bien sûr dans un contexte qui est complètement légal, qui est complètement éthique, et on est même au-delà peut-être de ce qui est habituellement. C'est-à-dire que quand on travaille sur des données, on travaille toujours avec juste les données qui sont indispensables pour avoir une qualité suffisante dans ce que l'on offre comme service de personnalisation, de recommandation, d'assistance, d'enseignement, de formation, etc. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là. Donc, on multiplie les sources de données. On va considérer aussi bien des données d'interaction avec les plateformes ou des données de performance. Vous faites un quiz, etc. Mais ces données, on n'en a besoin que de manière anonymisée. On n'a pas besoin, pour entraîner nos modèles, de savoir qui a fait quoi et quand. On a juste besoin d'avoir des données réelles de manière à être aussi proche possible de ce qui est la réalité des apprentissages. Merci Anne. Une dernière question qui me vient en tête, c'est, vous parliez des données, l'usage des données. On a besoin seulement des données utiles, c'est ce que vous disiez, pour développer
pour répondre à des besoins. Du coup, est-ce que apprendre avec des données, ce n'est pas aussi favoriser des biais? Alors, je vous ai entendu tout à l'heure commencer à amorcer une réponse à ce sujet, mais là, je vous pose la question d'emblée, comme ça, les biais, quels qu'ils soient, par ailleurs. Alors bien sûr, il faut être très vigilant et ça c'est un rôle que l'on doit aussi partager. Donc dans la formation, c'est important d'insister sur le fait que la vigilance, c'est quelque chose qui est partagé par les chercheurs qui développent, par les ingénieurs qui industrialisent, mais aussi par les enseignants qui utilisent, de manière, c'est toute la chaîne qui doit être respectée. Quand on parle des biais, il peut y en avoir de différentes natures et la prise en compte de ces biais n'est pas la même suivant le biais en question. Par exemple, un risque, c'est que quand on apprend automatiquement à partir des données, eh bien, on reproduit un comportement qui, dans la vie réelle, lui-même est biaisé. Donc là, c'est une vigilance à avoir, essentiellement, j'allais dire, des acteurs, de dire, eh bien, cet aspect-là est quelque chose qu'on ne veut pas reproduire parce qu'il est biaisé, ou ça peut mettre en évidence ce biais, ça peut être une manière de mettre en lumière un biais qui était tellement naturel qu'on ne le voit plus. La deuxième chose, ça peut être un point autour d'une mauvaise représentation des différents profils des apprenants, en particulier ce que je vais appeler les apprenants atypiques, c'est-à-dire quand on parlait de l'école inclusive, ceux dont on parlait qui ne sont pas forcément simplement inclus actuellement. Et donc, l'idée, c'est avec ces personas dont on a tout à l'heure, c'est d'avoir une meilleure compréhension de ces profils et d'avoir aussi une meilleure connaissance de ce que les outils permettent de faire ou de ne pas faire avec eux. C'est aussi l'idée de mesurer l'efficacité pour chaque population, ce que je vous ai dit tout à l'heure, d'aller vers une diversité des outils. Donc, un aspect important dans tout ce qui est formation des élèves et capitalisation sur les retours d'expérience dans vos propositions, c'est de travailler sur ces points et de les mettre en lumière. Et puis, c'est bien sûr aussi important, et ça je rejoins les propositions sur la formation, c'est de créer une culture de la donnée chez tous les acteurs. Et c'est un aspect important pour le développement d'une IA éthique et responsable. Oui, alors j'entends ce que vous dites, c'est que... Pardon? Et performante. Dans ce que vous dites, Anne, j'entends que l'IA, ce n'est pas juste un outil qu'on peut déposer, l'IA, ça nécessite formation et accompagnement de la part de l'ensemble des acteurs, pour se comprendre, mais aussi dans son utilisation. Est-ce que je me trompe ? Non, je pense que la formation, c'est un point crucial, mais c'est comme dans beaucoup de domaines. Mais là, c'est un sujet qui est en pleine émergence, en plein développement. C'est quelque chose qu'on doit construire ensemble pour en avoir l'usage qui est celui qui est souhaité pour construire l'école ou adapter l'école comme on veut qu'elle soit et ne rien subir, mais être nous-mêmes des acteurs. Et ça veut dire qu'il faut comprendre, qu'il faut connaître, pouvoir agir de manière pertinente et avisée. Je crois fortement, et je ne suis pas la seule, à ce qu'on appelle une IA de confiance, c'est-à-dire c'est aussi une IA qui est explicable, c'est-à-dire qu'une décision qu'une IA vous donne, c'est un outil qui vous assiste, donc elle doit justifier, expliquer pourquoi elle vous recommande ça, de manière à ce que vous puissiez prendre de manière éclairée une décision ou opérer un choix, ou ignorer tout simplement ce qui vous est fourni. Elle doit être transparente, vous devez savoir sur quelles données, comment, pourquoi, enfin beaucoup de choses de ce type-là, et c'est construire une IA de confiance ensemble qui est important. J'insiste sur le ensemble, parce que c'est par la co-conception de tous ensemble, c'est pour moi un élément clé. Donc l'implication du terrain, et je rejoins votre développer les incitations pour, je ne sais plus le numéro, je crois que c'est la proposition 18, qui pour moi est importante parce qu'il faut qu'on parte ensemble et qu'on soit ensemble dans ce développement et dans cet usage. Oui, j'entends à la fois une mobilisation horizontale et verticale, mais autour de problématiques communes et qui puissent répondre à chacun à la fois. Merci Anne Boyer. J'avais des questions pour conclure, mais je pense que vous y avez répondu. Enfin, vous avez de vous-même répondu aux questions que je souhaitais vous poser. Peut-être que je vais quand même
vous demander si vous aviez une recommandation phare à porter parmi ces 5 propositions, laquelle serait-elle? Alors, en vous écoutant tout à l'heure dans votre introduction, je me disais qu'il y avait 2 grands axes dans vos propositions. Le premier axe qui est autour du partage des ressources, partage des services, partage de beaucoup de choses, tous ensemble, auxquels j'ajoute moi le partage des données, bien sûr, et en particulier avec la recherche, hein, mais aussi le partage d'expériences, de retour d'expérience, et ça, c'est un point important. Mais peut-être si je devais retenir une seule chose, c'est le deuxième axe pour moi qui est celui de la formation de tous les acteurs, donc c'est vos autres propositions, parce qu'il me semble que sans formation, eh bien, on risque de ne pas pouvoir mener les projets qu'on peut avoir autour de l'éducation, parce qu'il faut former pour informer déjà et rassurer tous les acteurs, quels qu'ils soient. Et là, j'englobe tous les acteurs possibles, parce qu'il faut former pour inciter, accompagner les équipes pédagogiques, les cadres administratifs et les enseignants en premier lieu à lancer des projets, à initier un certain nombre d'activités autour de l'IA dans un usage informé, éclairé et pertinent en classe. Le troisième point, parce qu'il faut former pour permettre ensuite aux enseignants de s'approprier des outils d'IA, pour eux-mêmes, bien sûr, les utiliser, mais aussi développer de nouveaux outils encore plus en adéquation avec leurs besoins ou de nouveaux besoins qui, bien sûr, vont émerger. Et puis ensuite, parce qu'il faut former, et cette fois-ci, je vais penser à votre proposition autour des élèves, pour les préparer au monde de demain et au monde dans lequel ils vont vivre, et déjà au monde dans lequel ils vivent, qui inclut déjà de l'IA de manière assez fréquente dans beaucoup d'aspects de leur vie quotidienne et de leur vie future. Donc pour moi, j'allais dire, c'est pas un choix que je fais, c'est la formation. Merci Anne Boyer, je pense que vous conclure parfaitement cette intervention. Je ne peux rien ajouter après ce que vous venez de dire. Nous retenons la formation, hein, donc outiller et former pour mieux outiller. Je vous remercie. Merci à vous. Merci à tous. À bientôt, Anne. À bientôt. Au revoir, Sonia. Au revoir. Alors, je crois qu'il y a des questions qui ont été posées pendant la diffusion de l'intervention d'Anne Boyer. Oui, on peut peut-être prendre 2 minutes pour y répondre. Alors, je vois des réactions. Hein. Et puis, peut-être… Ah, une question à Gaëlle. Ouais. Gaëlle, je la lis la question. Alors, oui. Une question plus entrepreneuriale concernant ce type de projet. Alors, je pense que c'est du tien dont il s'agit. Les écoles ont-elles les moyens pour tester de nouvelles technologies ou solutions? Et comment cela s'est développé de votre côté? Alors, on parle des moyens des écoles et non pas des EdTech. Par rapport aux moyens, en fait, il y a 3 types de moyens. Il y a les moyens humains, donc je pense que les écoles peuvent avoir les moyens de tester des solutions dès lors que les inspecteurs de circonscription, les conseillers pédagogiques se mettent en ordre de marche parce qu'ils en sont convaincus et qu'il faut le faire pour mobiliser un petit peu de temps pour des formations, pour que les enseignants puissent comprendre un petit peu comment utiliser les outils. Donc, les écoles peuvent avoir des moyens humains, mais ça requiert qu'on travaille ensemble pour organiser des sessions de formation et de support. Les écoles peuvent avoir des moyens techniques, puisqu'un certain nombre d'entre elles sont dotées de tablettes. Nous, on fonctionne avec des tablettes iOS ou Android, et donc le prérequis matériel, c'est qu'évidemment, il y ait une ou plusieurs tablettes sur l'établissement pour pouvoir déployer des expérimentations ou des usages. Et en réalité, il y a énormément d'écoles qui ont des tablettes. Donc oui, les écoles disposent de moyens. Et enfin, à terme, parce que c'est quand même tout ça l'enjeu, est-ce que les écoles disposent de moyens d'acheter des solutions pour les utiliser une fois qu'elles sont convaincues que c'est intéressant pour les élèves et les enseignants? Alors là, on entre dans une complexité. En France, ce sont les collectivités territoriales qui achètent
les manuels scolaires et qui donc achètent les ressources numériques. C'est compliqué parce que ça signifie que les mairies, pour les écoles primaires, ou les départements, les conseils départementaux pour les collèges, soient au courant qu'il existe des manuels numériques, soient convaincus, ouvrent un marché, procèdent à une contractualisation et à des achats. C'est un petit peu là que le bas blesse, mais les choses changent. Et donc, la meilleure façon pour les écoles d'obtenir ces moyens financiers pour acheter des manuels tels que les nôtres, c'est qu'il y ait une collaboration entre la mairie, l'inspecteur, le conseiller pédagogique, l'enseignant et l'EdTech pour formaliser un contrat qui se traduira derrière par tout simplement la fourniture de ressources pédagogiques payées par la municipalité ou par le conseil départemental. Donc, très concrètement, il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui en France, mais cette solution est réelle et elle existe. Oui, merci Gaëlle. Est-ce que, Mathias, nous n'avons pas d'autres questions, je pense, concernant l'intervention d'Anne Boyer. En revanche, moi, je ne sais pas si je peux me permettre, ou à un moment donné, s'il est possible, d'apporter une réaction concernant l'intervention d'Éric Bruyère et d'Anne Boyer, parce que j'ai trouvé qu'il y avait des points communs, et puis il y avait des complétudes dans ce qu'ils proposaient, et j'aurais trouvé intéressant d'en parler. Bah, vas-y. Je peux? Alors, je m'excuse auprès de Déborah et Lalouf. Est-ce que c'est bon si j'occupe 2 minutes? Très volontiers. 2 minutes, vas-y, prends 2 minutes. 2 minutes le terrain. Même 5. Merci. Alors, les 2 minutes, ça suffit. Alors, trois points communs que j'ai vus dans ce qu'ont proposé Éric Bruyère et Anne Boyer. Éric Bruyère parlait des capacités cognitives, qu'il était important d'avoir des capacités cognitives et techniques par les enseignants pour traiter les données. Et la question qu'il posait, c'était de comment les familiariser à cela. Il me semble qu'Anne Boyer a apporté une proposition, une réponse, en tout cas elle a esquissé l'idée de la formation. Et à travers ce qu'elle disait, il me semblait entendre l'idée d'une formation continuée. C'est-à-dire que l'IA, ce n'est pas juste quelque chose que l'on fait une fois, c'est que ça nécessite à chaque fois des réajustements. Ensuite, deuxième point, Éric Bruyard disait que quand on a beaucoup de données, étonnamment, ça ne marche pas mieux. Et que ça peut même aller à l'inverse du projet souhaité. Il me semble que Anne Boyer a suggéré quelque chose que d'ailleurs Éric Bruyard lui aussi a dit à un moment donné, c'est qu'il ne faut récupérer que ce dont on a besoin et surtout le traiter localement. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant, cette explicitation. Et enfin, tous les deux sont d'accord avec l'idée de l'explicabilité, c'est-à-dire qu'une IA va de pair avec l'explicabilité qui est une base à la prise de décision. Une prise de décision que j'ai entendue chez Anne Boyer qui peut être une non-prise de décision, c'est-à-dire le choix de ne pas aller là où la machine suggère d'aller. Donc, Éric Bruyère disait attention à la technologie du contrôle. Anne Boyer, elle, parle d'une IA de confiance, où elle dit que ce qui est important, c'est de développer une culture de la donnée, ce que n'ont pas les enseignants, et je dirais plutôt aussi, j'ouvrirai à l'écosystème entier. Et elle parle d'une IA éthique, responsable et performante. Éric Bruyard a suggéré quelque chose de très intéressant, c'est la création d'un nouveau métier, c'est ce que j'ai cru entendre, d'une personne qui serait là pour collecter les données, les traiter localement, les organiser, et ce serait une personne qui connaîtrait évidemment les enseignants. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous de ce que j'ai entendu et que je trouvais intéressant. Très bien, alors maintenant, c'est à toi, Déborah et Lalouf. Alors, je te présente. Alors, Déborah, vous êtes, alors tu vois, parce qu'en fait, on se tutoie toutes les deux, tu es la présidente de Tralalaire. Et nous avons demandé à Déborah de bien vouloir faire le lien, la transition entre l'axe qui a été présenté, celui de outiller et accompagner les enseignants, et l'axe qui va suivre,
et de mémoire, qui est celui sur… International, mais c'est surtout l'idée, c'était de donner la parole à des acteurs de terrain, entre guillemets, parce que nous, on a une approche un peu comme un livre blanc, c'est faire des propositions de politique publique, mais d'avoir des acteurs de terrain, alors autres que des chercheurs, hein, mais pour nous faire part de leur retour d'expérience, de ce qu'ils font et leur aussi donner l'occasion de présenter ce qu'ils font. Voilà. Et je salue d'ailleurs Stéphane Vincent Lancry qui vient de nous rejoindre et qui réagira à nos propositions sur la séquence suivante. Donc rapidement, le second carnet d'inspiration viendra de Tralalaire. Alors, ce que je propose pour faire le lien entre les problématiques qui viennent d'être évoquées et effectivement l'axe suivant, c'est peut-être de donner un retour d'usage sur un projet que je considère être un projet à succès aujourd'hui. On a des projets qui se sont plantés en lien en éducation, et puis j'en ai déjà fait un décryptage avec le plus important, et je pense que c'est intéressant aussi d'analyser les échecs. Et là, on a un projet qui marche et qui répond à un certain nombre de caractéristiques qui ont été évoquées dans les étapes précédentes et que j'inviterais largement à amplifier dans le cadre d'une politique publique. Et j'espère d'ailleurs plus largement que les EdTech, je suis aussi secrétaire générale d'EdTech France, plus de 300 EdTech qui apportent des solutions variées. Et je pense qu'une des clés est de faire travailler ensemble le terrain pour répondre à des besoins de terrain et des enseignants, des acteurs de la recherche et des EdTech ensemble. Et je pense que là, on a un levier de réussite quand ça fonctionne bien. Et quand j'entendais comment familiariser les enseignants, à travers la formation continue, certes, mais probablement que le fait de co-concevoir et de prévoir des mécaniques où il y a une étape de co-conception et de travail avec les enseignants, c'est une clé de succès. Sur la masse de données et la possibilité de s'y noyer, c'est aussi une des clés qu'on a conclues, et sur une IA qui va de pair avec l'explicabilité comme aide à la prise de décision pour l'enseignant, je plus sois totalement. Alors, je voulais vous faire un retour sur un projet qui est à la veille d'une généralisation, qui est Mathia, un assistant pour le mathématique pour le cycle 2, qui a été expérimenté dans une dizaine d'académies dans le cadre du P2IA. Et pour moi, plusieurs éléments de succès et qui sont trop rares sur les projets, donc qui méritent d'être pointés. Donc le premier élément, c'était un modèle d'appel rare et vertueux avec un financement de la R&D couplé à une phase d'expérimentation avec le terrain qui permet, comme Anne le signalait, de travailler très très proche dans une co-conception pour essayer de développer ensemble des solutions et débouchant sur l'achat d'un produit qui a vocation à être généralisé, mais qui ne va être généralisé que s'il y a eu une vraie adoption suffisante qui vient du terrain. Et on a trop souvent des appels qui déconnectent complètement l'investissement dans une deep tech ou dans une innovation purement technologique, là où je crois que ce qui ressort de l'ensemble des acteurs de l'éducation, c'est que pour avoir un succès, la simple tech, d'une certaine manière, ne suffit pas. Il convient de coupler des usages qui s'inscrivent dans le cadre de la pratique enseignante, de l'UX, des expériences et de la pratique pédagogique, et que c'est la combinaison de l'ensemble de ces éléments qui permet d'en faire potentiellement un succès. Dans le cadre de Mathia, il y a, dans les facteurs qui ont facilité son succès, il y a donc eu d'un côté un vrai travail de proximité avec les académies et avec un certain nombre d'enseignants pilotes qui ont contribué à co-concevoir le dispositif en lien avec la recherche, la force du design pédagogique et d'un design pédagogique qui était premier sur l'intervention de l'IA. On répondait d'abord à un problème pédagogique qui nous était donné, et l'IA intervenait comme élément complémentaire, capacitant et accélérant, permettant de renforcer une solution.
là où j'ai d'autres projets qui avaient pour vocation de vouloir tout remplacer avec de l'IA et qui finalement se sont révélés beaucoup moins performants. Donc je crois que dans cette notion de penser des dispositifs pédagogiques qui s'inscrivent dans le cadre des usages et qui vont pouvoir être éventuellement augmentés avec l'IA, on a un levier clé. Et on parlait de laisser le choix à l'enseignant, quelque part de servir l'enseignant sans l'asservir à l'intérieur d'une boîte noire qu'il ne maîtrise plus. L'une des forces de Mathia, ça a été d'une part de laisser le choix à l'élève dans ses modalités de réponse, par exemple. Il peut répondre avec le clavier, il peut répondre en écrivant, il peut répondre avec le vocal, il a plusieurs modalités d'interaction, mais aussi de laisser le choix à l'enseignant qui va avoir des recommandations de la machine, qu'il est libre de suivre ou de ne pas suivre. Il peut continuer à décider de faire ses propres parcours et la machine va continuer à apprendre aussi sur la pratique de l'enseignant. Et je crois beaucoup à cette collaboration d'une certaine manière qui laisse la main à la pratique libre de l'enseignant comme il le ferait sans intelligence artificielle, mais qui va permettre progressivement de lui faire gagner du temps sur des tâches qui ne sont pas premières pour elle. Donc, si je devais donner quelques éléments émergents à partir de ça, donc premièrement, j'invite à l'accélération et la multiplication de modalités de soutien qui permettent de faire travailler ensemble des EdTech, du terrain et de la recherche, mais de s'orienter non pas sur des purs financements de projets de recherche, mais d'avoir une recherche-action qui débouche après sur du produit quand ça a fait l'objet d'une adoption, de manière par étapes, sur le modèle de l'appel du P2IA que j'ai trouvé très, très performant de ce point de vue-là. Le deuxième élément, c'est de ne pas penser investissement dans le miracle technologique de l'intelligence artificielle, mais de le connecter toujours à une innovation ou une force du design pédagogique qui couple expérience et pédagogie dans les actions qui sont menées. Merci Déborah. Alors, je vois que pendant que tu parlais, il y a eu des réactions. Alors, pas forcément sur ce que tu viens de dire, mais je pense que nous sommes dans une, comment on appelle ça, quelque chose de très global. Hein, donc, certains pensaient, alors quand je parlais de la création, que Éric Bruyère parlait de la création d'un poste spécifique pour accompagner justement ces projets IA sur le terrain, on parle d'un Chief Data Officer en éducation, et Gaël Regnault parle des ERUN. Alors, les ERUN, ce sont les enseignants référents aux usages du numérique, j'explicite, qui, dit-elle, sont compétents pour accompagner les usages. Alors, c'est vrai que ça aussi, c'est un nouveau métier, hein, au fond, hein, enfin, une nouvelle fonction des enseignants, qui sont des enseignants qui sont là pour accompagner le déploiement des outils numériques sur le terrain. En tout cas, c'est ce qu'il y a dans le premier degré. Je ne sais pas si toi, Déborah, tu as travaillé avec des ERUN. On a plus travaillé en direct avec des académies, mais c'est vrai qu'il y avait, oui, parfois ces facilitateurs qui permettent de faire le lien avec les acteurs de terrain. Je crois que l'un des leviers clés, c'est que les enseignants aient un moment dans leur agenda explicite, formalisé, accordé par leur inspecteur, comme le disait Gaël tout à l'heure, et c'est parfois le cas, qui leur permettent d'inscrire ça dans leur pratique au service des objectifs déjà très très nombreux qu'ils ont dans leur quotidien. Donc quand ça s'inscrit dans le cadre de politiques nationales ou académiques, avec un certain nombre d'enseignants ou de classes volontaires ou d'établissements volontaires, ça se fait assez facilement. Il y a effectivement des dispositifs complémentaires compétents pour accompagner les usages, mais je crois que la clé, c'est d'avoir un temps d'expérimentation accordé aux enseignants au service de leur discipline et à l'intérieur de leur cadre quotidien, en ayant aussi un cadre qui permette à des extérieurs de pouvoir travailler facilement avec l'intérieur. Là-dessus, évidemment, je suis partie prenante en tant que tralalaire et en tant que EdTech, mais je vois qu'à chaque fois que ces rencontres ont été possibles, non pas
une fois que le produit est entièrement fini, mais en amont, dans le cadre de l'élaboration des projets, ça a mené à des résultats pertinents. Bien, merci Déborah.